Nous sommes en août 2023. Nous avons sûrement la meilleure équipe de France de l'histoire, sûrement la meilleure équipe du monde actuellement. Et la Coupe du Monde a lieu dans un mois, chez nous, en France. Tous les voyants sont ouverts. La question est simple. Va-t-on encore se faire voler une Coupe du Monde? Si j'avais su, j'étais encore bien insouciant et c'était il n'y a que 2 mois. Bon, vous l'avez compris, on va boucler la boucle et répondre à cette question. Vous êtes d'ailleurs nombreux à m'avoir demandé une suite à la vidéo et je vous avoue que j'aurais préféré ne pas avoir à la faire. On va revenir sur les différents problèmes liés à cette Coupe du Monde 2023 et vous allez le voir, ce n'est pas vraiment esprit Coubertin. Petite mise en contexte, dans cette vidéo, on va parler de vérité dévoilée, de Ben O'Keefe, de racisme, d'arbitrage plus que douteux, de dopage. Bref, j'essaie de condenser tous les scandales qu'il y a eu autour de la dernière édition de la plus belle des compétitions, la Coupe du Monde de rugby. Commençons par l'année 1995 où la bande d'un certain Philippe Saint-André va se retrouver face à des Sud-Africains survitaminés à domicile en demi-finale de Coupe du Monde dans un contexte politique très particulier. Vous connaissez sûrement ce récit avec le vol qu'a connu le 15 de France lors d'une demi-finale contre l'Afrique du Sud qui fait encore parler aujourd'hui. Si cela n'est pas le cas, je vous invite à regarder ce passage dans ma dernière vidéo, ça va vous aider à comprendre la suite. J'y parle d'une équipe menée par un certain Philippe Saint-André, capitaine de l'équipe de France pour cette campagne 1995. Beaucoup pensent que c'est le plus gros 15 de France de l'histoire et que la victoire était largement atteignable. Bon, vous le savez, on perd cette demi-finale dans un match très serré, dans des conditions extrêmes. Le match n'aurait pas dû se jouer et plusieurs décisions arbitrales vont être remises en cause. Néanmoins, les joueurs français vont laisser leur ego de côté et mettre le contexte politique sud-africain de l'époque passer avant leur propre intérêt. Il existe un vrai débat à ce sujet. D'ailleurs, dans les derniers commentaires, j'ai pu voir qu'il y a une partie des personnes qui pensent que le contexte était trop fort et d'autres qui disent que la politique n'a rien à faire là-dedans. Il n'a pas à influer une compétition sportive. Je fais pour ma part partie de la seconde team. À quoi bon participer à une compétition sportive si les dés sont pipés? Certes, une victoire apporte du bonheur et un rayon de soleil dans le pays, mais je reste convaincu qu'il faut mériter la victoire et ça se joue sur le terrain. Bref, je vous parle de cela car le silence a été brisé il y a une semaine par Philippe Saint-André. Le 15 octobre 2023, ce dernier participe à l'émission Les Grandes Gueules du Sport diffusée sur RMC. La tension monte avant un match décisif opposant la France à l'Afrique du Sud. On y revient juste après. Et là, après 28 années de silence, il va libérer sa conscience et aborder sans langue de bois le traumatisme subi lors de ce match volé. Premièrement, il va déclarer que les arbitres ne souhaitaient pas que la rencontre ait lieu. Les conditions climatiques étaient désastreuses et ne permettaient pas le bon déroulé du match. Et là, l'arbitre réunit les 2 capitaines et les 2 entraîneurs. Et il nous dit, je pense que le match ne va pas avoir lieu parce que les conditions climatiques, c'est pas possible de jouer un match de rugby. Cependant, cela n'est pas possible. Pas possible car si le match n'a pas lieu, alors la France est déclarée vainqueur et de ce fait, l'Afrique du Sud est éliminée de sa propre Coupe du Monde. Les dirigeants sud-africains lisent un petit livret et ils s'aperçoivent que si le match n'a pas lieu, c'est la France qui est en finale. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pris un carton rouge en match de poule. Sur le fair play, en fait. Donc sur le fair play, nous on n'avait pas pris de carton rouge pendant les matchs de poule, eux ils avaient une bagarre générale et donc la France allait en finale. A noter qu'il a gardé ça pour lui en tant que capitaine et n'a même pas fait part de ces informations à ses joueurs pour qu'ils gardent la tête froide. Je le respecte énormément. Deuxièmement, il va parler du fait que l'arbitre refuse 4 essais pour les Bleus. Au vu du score final de 19-15, vous l'aurez compris, cela aurait changé le nom du vainqueur. Troisièmement, Philippe Saint-André revient sur 7 essais, en précisant que Kruger a annoncé dans sa biographie qu'il n'avait jamais marqué. Quatrièmement, il revient sur la fin de match où aucune pénalité n'est sifflée pour la France, alors que les Box écroulent à plusieurs reprises une mêlée à 5 mètres de leur ligne. Fin de match, on est à 5 mètres de leur ligne, ils écroulent 5 fois la mêlée. Maintenant, avec l'arbitrage vidéo, ça serait cette pénalité. Il revient également sur l'empoisonnement des Néo-Zélandais lors de la finale avec 80% des joueurs touchés. Il ne parle pas d'intoxication alimentaire, il utilise le terme d'empoisonnement. Pour ensuite enchaîner sur la fameuse montre en or reçue par l'arbitre, Monsieur Bevan, lors de la réception en fin de compétition. Il était présent et a vu l'ensemble des Néo-Zélandais quitter la salle. Il va finir par ces mots. Je vous rappelle que là, on est quelques heures avant le choc entre la France et l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du Monde. Et puis, allez les Bleus et allez la France. Et j'espère que ce soir, on va enfin éliminer l'Afrique du Sud d'une Coupe du Monde. Ben O'Keefe est un arbitre néo-zélandais qui a commencé à officier en amateur à l'âge de 19 ans. Cela fait maintenant 10 ans qu'il arbitre chez les professionnels, coupe ITM entre Auckland et Bay of Plenty en 2013, arbitre assistant en Super Rugby et arbitre lors de la Coupe du Monde Junior en 2014
pour au final devenir arbitre professionnel en Super Rugby à partir de 2015. Il est le plus jeune arbitre de la Coupe du Monde 2023 et était déjà au sifflet lors de l'édition 2019. Il fait donc partie de l'élite en termes d'arbitrage international. Petite anecdote marrante, il a vécu 6 mois en France et a déjà arbitré en top 14. D'ailleurs, il parle très bien français. Oui, c'était un super match. C'est une bonne expérience au stade ce soir. C'est la première fois que je suis la défense. Obcecado, à côté de ça, il a un autre métier, il est ophtalmologue. Je vous promets que c'est vrai et je ne ferai pas de blague. Philippe Saint-André, tout comme des millions de Français, espérait que la France renverse l'Afrique du Sud dans un quart de finale qui avait plus l'air d'une finale avant l'heure. Nous sommes le 15 octobre 2023 dans un stade de France plein à craquer. L'équipe menée par Antoine Dupont, à peine remis d'une fracture à la mâchoire, défie l'histoire et souhaite chasser ses démons. Avec, vous l'aurez compris, Ben O'Keefe au sifflet. Petit point rapide, je suis désolé, je vais être obligé d'utiliser des images issues de Twitter, issues de personnes qui ont filmé depuis les tribunes, parce que World Rugby fait un gros ménage sur les réseaux et fait retirer en tout cas toutes les images et extraits de matchs officiels. En tout cas, je suis navré parce que la plupart des images ne seront pas aussi propres que je le voudrais, mais au moins je pourrais imager mes propos. Le match débute de la meilleure des manières pour les Bleus, qui vont ouvrir le score très rapidement grâce à un essai de Baye à la 4e minute. Cela aurait pu devenir une entame parfaite si Etzebeth n'avait pas intercepté une passe à 5 mètres de sa ligne 2 minutes plus tard. Sans cette intervention, la France aurait marqué un second essai et aurait creusé l'écart en seulement 6 minutes. Là, on va plutôt parler d'un en avant, mais la question c'est est-ce qu'il est volontaire ou pas? C'est la vraie question à se poser, et la TMO, l'arbitrage vidéo, va intervenir, va dire à Ben O'Keefe que l'action est litigieuse et qu'il y a un avant volontaire. L'arbitre ne va pas l'écouter et va considérer que la balle est envoyée en arrière, donc il n'y a ni en avant, ni essai de pénalité, ni carton jaune, rien. On a là la première action très controversée dans ce match, mais ne vous inquiétez pas, il y en a plein d'autres. Bon, par contre, on est d'accord que si Penaud ne fait pas de sauter, Aldrit il part à l'essai. Mais bon, du déchet technique de notre côté, il y en a eu un paquet. Vont s'enchaîner plusieurs actions non pénalisées. Grattage au sol illicite, plaqueur qui ne sort pas et gêne la sortie de balle, plusieurs ballons gardés au sol, des hors-jeux, en veux-tu en voilà. Bon, je vous avouerai, après avoir regardé plusieurs fois le match et regardé beaucoup d'analyses sur internet, il y a un nombre colossal de fautes non sifflées. Mais j'aimerais revenir sur plusieurs décisions, ou plutôt non-décisions, qui sont à mes yeux très graves. Il n'y a aucun aspect chauvin dans ce que je vais dire, juste le respect du règlement. Tout d'abord, on a vu à plusieurs reprises des joueurs sud-africains aller percuter des défenseurs français avec le coude en avant. Je ne sais pas depuis quand cela n'est pas sanctionnable, mais c'était gros, il n'existait aucun motif permettant d'atténuer la faute. Pour le coup, il y a 2 cartons jaunes oubliés à la 24e et 60e minute. Ensuite, je pense que le monde entier a vu cette action. C'est très rare et cela faisait des années que je n'avais pas vu un compte sur une pénalité ou une transformation. Réussir à le faire sur un quart de finale de Coupe du Monde, c'est incroyable. Colby va justifier son geste en précisant qu'il a joué 6 ans avec Ramos et qu'il connaissait parfaitement ses repères avant de frapper. Maintenant, j'aimerais revenir sur sa course. En premier lieu, la règle indique qu'il faut se trouver derrière la ligne d'un but lors d'une transformation. Nous voyons qu'il est sur la ligne et donc hors jeu avant même de parler de son départ anticipé, et oui je parle d'un départ anticipé car en plus de cela, le défenseur ne peut commencer à courir pour tenter de contrer la balle qu'une fois que le botteur entame sa course d'élan. Nous voyons bien qu'il a déjà quelques mètres d'avance. Rien ne va et pourtant ni l'arbitre, ni ses assistants, ni l'arbitrage vidéo ne vont intervenir pour vérifier si ce contre était légal. Il faut savoir que cela change quand même le résultat final parce que ça se joue à 1 point et que la physionomie du match n'aurait pas changé car nous repartons sur un coup d'envoi au centre du terrain, que la transformation soit réussie ou ratée. Revenons aussi sur une action qui n'a pas eu la peine d'avoir son ralenti. Nous pouvons voir Jonathan Danty rester au sol et se plaindre d'un déblayage au visage de la part de Dutoit, je sais pas comment dire. Encore une fois, ni la TMO ni l'arbitre va demander de revoir les images. Mais ne vous inquiétez pas, je peux vous montrer exactement les mêmes images avec les mêmes joueurs dans un match de 2022. Jonathan Danty va d'ailleurs revenir après le match sur cette action et ne va pas vraiment comprendre pourquoi il n'y a pas eu de sanction, sachant qu'à l'époque, le joueur avait reçu un carton rouge. Autre point important que je n'ai pas trop vu sur les réseaux sociaux, Etzebeth prend un carton jaune juste avant la mi-temps pour un contact à la tête. Mais rappelez-vous de l'en avant volontaire qui aurait dû être sifflé à la 6e minute. Si ce dernier avait reçu un carton jaune à ce moment-là, là, à la 40e, il aurait reçu un carton rouge. Cela a, je pense, une petite incidence sur la suite du match. Puis j'aimerais revenir sur les séquences en fin de match où nous revivons les mêmes que 1995, que 2011. L'arbitre ne souhaite pas siffler contre les Sud-Africains qui ralentissent tous les ballons au sol, et ce de façon illégale. On finit par un ballon arraché et une fin de match assez cruelle. Alors je n'enlèverai pas le fait qu'on passe totalement à côté de notre seconde période et qu'à la fin du match, tous nos joueurs étaient à l'arrêt. Mais il est vrai que l'histoire se répète malgré l'arrivée de l'arbitrage vidéo, de l'avancée technologique et du fait que la Coupe du Monde soit en France. Honnêtement,
ou bêtement, je pensais qu'il n'était pas possible de revivre ce genre de scandale avec les technologies que nous avons maintenant. Alors je n'ai pas peur de parler de vol, parce que là maintenant ça fait 2 semaines que le match a eu lieu, et World Rugby a déjà fait un communiqué pour avouer les fautes qui ont été faites. Et puis c'est tout, voilà, on a merdé, rendez-vous dans 4 ans, et salut. Je ne sais pas quoi dire, j'ai plus trop les mots là, à vrai dire. Ou alors peut-être si. Ben O'Keefe est quand même la seule personne à pouvoir nous réconcilier avec les Anglais et les Néo-Zélandais. Je vais peut-être vous l'apprendre, mais ce jeune arbitre est malheureusement assez habitué à se faire détruire après des matchs. Revenons sur plusieurs d'entre eux. Le 21 septembre 2019, l'Australie affronte les Fidji en Coupe du Monde. Résultat, 39-21 pour des Australiens qui ne sont pas tombés dans le piège fidjien. Néanmoins, Ben O'Keefe va voler la vedette et déclencher la colère de nombreux internautes à cause de cette image. Ce qui est reproché, c'est d'avoir checké un joueur fidjien après avoir marqué un essai, en accentuant le fait que de nombreuses erreurs ont été commises pendant la rencontre. Des personnes vont même détourner la page Wikipédia d'O'Keefe en écrivant « Ben O'Keefe est ophtalmologiste, spécialiste des yeux, en semaine et arbitre aveugle de rugby à 15 le week-end ». C'est pas moi qui l'ai faite. Le 24 juin 2023 a lieu la finale du Super Rugby, où s'opposent deux clubs néo-zélandais, les Chiefs et les Crusaders. Ces derniers vont remporter le titre pour la 7e année consécutive, mais après le match, Ben O'Keefe va recevoir un déferlement de haine sur les réseaux. La fédération néo-zélandaise de rugby va apporter son soutien à son arbitre et condamner les différentes menaces reçues. Le 21 octobre 2023, demi-finale entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud. Oui, monsieur O'Keefe est encore au sifflet pour cette rencontre, une semaine après le scandale qu'il a provoqué dans le match qu'on a disséqué juste avant. Le sélectionneur du Pays de Galles, Warren Gatland, a déclaré qu'il s'est vu gêné de voir que l'arbitre était reconduit après les événements très récents. On va se concentrer 2 secondes sur ce match. Pour une fois, Français et Anglais se sont soutenus. C'est beau, mais moche à la fois. En fait, la raison est simple. Les Anglais disent s'être également fait voler en fin de match, l'enjeu étant une qualification en finale de Coupe du Monde. L'histoire se répète 7 jours après, une nouvelle fois avec l'Afrique du Sud et Ben O'Keefe au sifflet, et d'un match qui se joue à un petit point. Il y a 2 actions litigieuses qui ressortent. Une à la 77e minute, où une pénalité permet à l'Afrique du Sud de passer en tête. Cette faute est sifflée sur une mêlée, l'arbitre indique que le pilier gauche anglais pose à plusieurs reprises le genou au sol. Problème, son homologue sud-africain semble pousser de travers dès l'entrée en mêlée, déstabilisant son adversaire. Celle-là, je l'avoue, elle est compliquée. La meilleure décision aurait été sûrement de refaire la mêlée. Elle n'était pas stable, les joueurs étaient complètement en travers. Autant tout arrêter et refaire. Cela n'est pas le cas, et Pollard ne va pas laisser échapper l'occasion de mettre cette pénalité à quasiment 50 mètres des poteaux. La deuxième action n'est pas vraiment une action à part entière, mais plutôt une spécialité sud-africaine. En effet, les Anglais gardent le ballon en fin de match et parviennent à rentrer dans la partie adverse du terrain. Les Box vont donc retarder toutes les sorties de balles, étant hors jeu et faisant preuve d'anti-jeu. Et vous l'aurez compris, Ben O'Keefe ne va pas siffler et la fin de match va une nouvelle fois se terminer sur un en avant. Je pense qu'il est inutile de donner d'autres exemples, un sentiment se dégage, les partitions sont peut-être écrites à l'avance. 2 autres faits qui paraissent importants, lors du match, Tom Curry se plaint de propos racistes provenant du joueur sudaf Bongi Mbonambi. Le joueur anglais demande à Ben O'Keefe ce qu'il doit faire si on le traite de connard de blanc. L'arbitre va lui répondre de ne rien dire et qu'il allait surveiller. S'en suivra énormément d'articles qui vont relayer l'info. Cela est à prendre avec des pincettes, car sur l'audio, nous pouvons également comprendre white count, qui se traduit par camp blanc ou jeu au large. Une enquête est en cours, affaire à suivre. J'espère que cela est vraiment une incompréhension. Sinon c'est très grave. Et petit snack là, c'est cadeau. La fédération sud-africaine a fait appel d'une décision de l'agence internationale antidopage pour éviter l'application de sanctions liées au fait qu'ils n'ont toujours pas signé le dernier document de l'agence mondiale d'antidopage qui uniformise les règles en matière de lutte contre le dopage. Le gouvernement sud-africain n'a toujours pas ratifié le nouveau code mondial contre le dopage actualisé en janvier 2021. Oui, ça fait 2 ans. On dit que l'histoire se répète. Mais si vous pensez que Ben O'Keefe est le seul arbitre à avoir déclenché des huées lors de cette Coupe du Monde, attendez de voir la suite. À mes yeux, le pire poste sur un terrain est celui d'arbitre. Tous les week-ends, il est jugé et scruté par des millions d'œils prêts à lui tomber dessus, avec plus ou moins de respect. Au vu des avancées technologiques, nous pouvons avoir plusieurs angles de caméra sur n'importe quelle action avec de très beaux ralentis. Revenons rapidement sur plusieurs actions qui ont fait parler lors de cette Coupe du Monde 2023. Le 10 septembre, entrée en compétition pour le Pays de Galles et les Fidji. Et ces derniers nous livrent un match énorme, avec un retour final monumental de la part des Fidji qui loupent la victoire pour un petit en avant. Ce qui va d'autant plus mettre en lumière un arbitrage assez catastrophique. Oui, là je mets plus de pincettes pour ce genre de match. 2 essais seront refusés aux Fidjiens en début de rencontre.
l'un pour un avant et l'autre car aucune image ne permet de voir le ballon aplati. On ajoutera des cartons jaunes laissés sur le côté contre des Gallois très indisciplinés. Dimanche 1er octobre, l'Afrique du Sud affronte les Tonga et gagne largement sur le score de 49-18. Mais une action a laissé sans voix nombreux d'entre nous. Oui, il y a essai et non pas un avant, alors je vous avoue ne pas trop comprendre pourquoi. Le ballon ne rebondit pas sur la tête du joueur, mais bien sur son épaule avant de partir vers l'avant. Si vous avez une explication, je veux bien l'avoir en commentaire, parce que moi là je comprends pas trop. Quart de finale entre l'Angleterre et la surprise fidjienne qui fait une compétition incroyable. Score final 30-24 pour l'Angleterre avec Mathieu Reynal aux commandes. Malheureusement pour lui, de nombreuses décisions vont être discutables, et ce n'est pas forcément les Fidjiens qui vont revenir dessus, mais plus le public français. Par exemple, nous pouvons revenir sur un en avant volontaire d'Owen Farrell qui ne sera pas sanctionné d'un carton jaune, alors que sur le papier, c'est plutôt obligatoire. Moi je vais pas tous les faire, mais ce qu'on va pouvoir souligner, c'est surtout une différence d'arbitrage selon les matchs. Un coup, une action va provoquer un carton rouge ou un carton jaune, et cette même action ne sera même pas sifflée sur un autre match. Je pense par exemple au nombre de chocs tête contre tête suite à un ballon aérien. Un Anglais va prendre un carton rouge, alors que dans un autre match, il n'y aura même pas faute. Bref, je ne vais pas insister dessus, je pense qu'on a assez fait le tour. Maintenant j'espère juste qu'on va avoir une très belle finale de Coupe du Monde, avec des Néo-Zélandais qui reviennent quand même d'outre-tombe, et des Sud-Africains qui viennent défendre leur titre. Disclaimer encore très rapide. Comme je le précisais lors de ma dernière vidéo, les arbitres restent des humains et je ne cautionnerai jamais qu'ils soient menacés, insultés et autres. Je reviens pas mal sur leur rôle dans cette Coupe du Monde car je suis assez agacé du non-respect du règlement. Rien ne sert d'aller les critiquer directement sur leur compte Instagram ou Twitter. François Grill, actuellement président de la Fédération française de rugby, a signé une tribune appelant à la fin des critiques sur l'arbitrage. Il dit qu'il ne faut pas parler uniquement de l'arbitrage et il a raison. On perd également le match en ne montrant pas notre rugby. Cependant, il est tout de même important de mettre le point sur la table au vu de ce qui se passait après 1995, après 2011 et maintenant après 2023. Car pour le coup, je ne vois pas comment le 15 de France pourra un jour gagner cette compétition. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je pense qu'on est nombreux à partager ce sentiment. J'espère que la vidéo vous a plu, je reste quand même assez dégoûté d'avoir pu la faire. Je reviens très vite avec des histoires encore pas très clean dans le monde du sport. N'oubliez pas de mettre votre meilleur pouce vers le haut et de vous abonner à la chaîne. A très vite.